fonte musculaire avec l'âge. Beaucoup de gens en ont peur, à juste titre, car les muscles diminuent. Mais l'âge, qu'est-ce qui est intéressant, l'âge commence déjà à 30 ans. Donc à partir de 30 ans, on sait que l'on perd entre 3 et 5% de masse musculaire par décennie. À 30 ans, ça commence 3 à 5% par décennie. Jusqu'à 50 ans. Et à partir de 50 ans, cela s'aggrave. À partir de 50 ans, la perte musculaire est de 1 à 2% par an. Et à partir de 60 ans, cela peut même augmenter jusqu'à 2 à 3%. Donc tu remarques que chaque année, il se passe beaucoup de choses, parce que c'est une sorte d'effet des intérêts composés, puisque les pourcentages s'ajoutent de plus en plus. Oui, d'où cela vient-il ? Ça va même jusqu'à des personnes pour qui cela devient nettement plus difficile, et qui sont vraiment prises dans ce processus, on parle même d'une maladie. La sarcopénie. Cela peut donc devenir un vrai problème, et c'est compréhensible. Pourquoi ? Parce que l'absence de muscles signifie l'absence de force. Cela veut dire que marcher peut devenir difficile. Jambes lourdes, démarche incertaine, ne plus pouvoir se relever après une chute. C'est un problème chez beaucoup de personnes âgées, elles ont vraiment peur de tomber parce qu'elles ne peuvent plus se relever, tout simplement parce qu'il leur manque la force. Mais tous les autres mouvements deviennent aussi de plus en plus difficiles sans force. Il faut bien comprendre que les muscles sont les seuls moteurs du corps qui permettent le mouvement. Tu connais ça avec ta voiture. Si ta voiture n'a plus 100 chevaux, mais seulement 50 voire 30 chevaux, alors tu n'es plus satisfait. Tu ne peux plus accélérer. Dans la circulation, ça devient dangereux, parce que tout simplement, la sécurité des mouvements et même ce dont tu as besoin pour te déplacer, au sens propre du terme, diminue de plus en plus. Et tout cela culmine dans le fait que les gens ne font plus que rester assis. Les douleurs s'ajoutent aussi, car le manque de force entraîne des changements musculaires et l'apparition de douleurs. Nous y reviendrons tout à l'heure, et ils ne se relèvent plus. Ils marchent alors avec une canne. Pour se soutenir, ils doivent s'accrocher à la rampe en montant les escaliers, et à un moment donné, on finit par avoir besoin d'un déambulateur. Faute de force et de sécurité, il devient impossible de se déplacer normalement. Peut-être que tu t'inquiètes que ça t'arrive aussi, parce que ce n'est pas agréable, il faut bien gérer ça. Maintenant, la question se pose, comment cela se produit-il réellement ? Et à mon avis, c'est tout à fait logique, voire même biologique, parce que les muscles peuvent être entraînés. Tu le sais peut-être, lorsque tu soulèves des poids, les muscles deviennent plus forts. Mais il y a aussi l'inverse. Si tu ne sollicites plus tes muscles, le corps s'adapte. C'est un principe biologique fondamental. Ce qu'on n'utilise pas se perd, comme diraient les Américains. Utilise-le ou tu le perds. Cela a à voir avec le fait que nous, les humains, sommes très spécialisés dans notre capacité à nous adapter aux environnements changeants dans lesquels nous vivons. Les habitats changent. Du sol à l'arbre ou inversement. Imagine n'importe quoi. Nous devons pouvoir nous adapter. D'autres exigences doivent amener notre corps à pouvoir faire face à ces nouveaux défis. C'est le principe de l'entraînement. Si tu regardes ça, à l'âge de 30 ans, tout commence. Maintenant, réfléchis un peu. Les enfants, ils jouent au football, ils font du sport, ils s'amusent, ils grimpent aux arbres. Oui, puis il y a le sport à l'école qui est de toute façon régulier. Ils bougent. Puis, à un moment donné, ça commence avec les études, le travail, toutes ces choses-là. Tu sais exactement de quoi je parle. Peu importe où tu en es professionnellement, tu l'as probablement vécu toi-même. Donc le temps pour le sport devient de plus en plus limité. Bien sûr, il y a ceux qui pratiquent certains sports dans toute leur vie. Et c'est très bien ainsi. Et je suis sûr que si on étudiait cela, on constaterait que ces personnes perdent beaucoup moins de masse musculaire. Tu dois donc d'abord franchir le pas pour t'en éloigner complètement. Que c'est 35% par décennie, puis 12% à partir de 50 ans, puis 23% à partir de 60 ans que tu effaces complètement ces chiffres de ton esprit. Parce qu'à mon avis, cela dépend surtout de ce que tu fais ou ne fais pas. Ne rien faire, c'est très vite expliqué. Nous sommes assis, nous prenons l'escalator, nous utilisons l'ascenseur. Nous ne marchons pas jusqu'au magasin du coin,
Nous montons dans la voiture et nous y allons. Je n'ai pas besoin de te le raconter, tu le sais toi-même, tu le connais par ta propre expérience. Et pour moi, il est tout à fait normal que les gens perdent de la masse musculaire. Parce que si aucun poids n'est soulevé, si même le corps n'a pas besoin d'être bougé, pourquoi les muscles resteraient-ils là ? Ils subissent un entraînement négatif, c'est-à-dire un entraînement de non-activité, et le corps s'habitue de plus en plus à ne rien faire. Le problème, c'est que biologiquement, nous ne sommes pas du tout faits pour ça. Et il y a encore un autre facteur qui entre en jeu. Je vais vous montrer ça, tout de suite. Regarde, c'est nous, plus ou moins, un peu plus petits, mais c'est notre squelette, notre ossature. Et cette ossature est mise en mouvement par les muscles, uniquement par les muscles, ou bien par la gravité, mais tout ce que nous pouvons bouger activement dans notre corps, c'est uniquement grâce à la force musculaire. Même la respiration, au final, dépend des muscles. Et maintenant, tu vois, nous avons les deux articulations de la hanche. Nous avons les articulations des épaules, toute la colonne vertébrale mobile dans toutes les directions, la tête mobile, ainsi que les genoux et chevilles. Voilà. Et maintenant, j'affirme que ces articulations, qui sont intégrées là, ne le sont pas par hasard. Il y a deux raisons possibles, pour lesquelles elles sont exactement comme elles sont. La première raison est évolutive. Il y a des millions d'années, nous nous sommes adaptés au mouvement, formant ainsi nos articulations. La deuxième possibilité. Un être divin nous a conçus et il nous a conçus parfaitement. Pour nous, peu importe si la biologie évolutive a raison ou si les croyants ont raison. Cela n'a absolument aucune importance. Dans les deux cas, le système humain fonctionne à 100%. C'est mon hypothèse de travail bien établie et je l'ai constatée maintes fois au cours des 40 dernières années depuis que je m'occupe du traitement de la douleur. Ce système fonctionne parfaitement. Cela signifie par exemple l'articulation de l'épaule. C'est une articulation, petite cavité, grosse tête, mobile dans toutes les directions, vers le haut, vers le bas, vers l'avant, vers l'arrière, rotation interne, rotation externe, puis en combinaison avec l'articulation du coude. Cela signifie que ces articulations sont conçues pour reproduire les mouvements qui sont programmés en nous, par l'évolution ou par ce divin. Si nous n'utilisons pas ces mouvements qui sont prévus, cela a des conséquences pour une raison très simple. Je vais prendre cet exemple avec le bras tendu et le bras plié. Regarde cette articulation du coude fléchi et s'étend. Et on peut aussi tourner, mais laissons ça de côté pour l'instant. Concentrons-nous uniquement sur le mouvement de flexion et d'extension. Nous avons ici des muscles fléchisseurs qui tirent. Alors l'avant-bras se soulève. Et pendant que ces muscles fléchisseurs tirent, les muscles du côté opposé doivent céder. Et tous les muscles sont enveloppés et traversés par les fascias, par ces fibres, ces toutes petites toiles d'araignée qui mènent jusqu'à une grande enveloppe autour du muscle. Et ce sont les unités structurelles qui raccourcissent maintenant. Sur le côté, elles s'allongent. Et lors de l'extension, celles-ci raccourcissent et celles-là s'allongent. Et si nous bougeons toujours le bras comme ceci et comme cela, alors le bras n'aura aucun problème en ce qui concerne la mobilité. Mais si nous ne bougeons pas le bras à chaque fois d'ici à là, alors quelque chose va se passer. Supposons donc que nous ne bougions le bras que dans cette zone, pour une raison quelconque. Ta vie quotidienne est ainsi, plus besoin d'extension ni de flexion complète, tu ne bouges plus que là. Que va-t-il se passer ? Les muscles qui tirent le bras vont s'habituer. Je ne tire que jusqu'ici, car ce n'est pas nécessaire. Cette force va diminuer. Et d'un autre côté, la souplesse n'ira que jusque-là. Parce que si on ne plie plus, la longueur totale ne sera même plus atteinte ici. Et c'est exactement la même chose dans l'autre sens. Si je reste toujours comme ça et que je n'étends pas complètement, alors les muscles qui sont ici perdent la capacité de céder facilement jusqu'à l'extension complète. Parce qu'ils désapprennent cela du fait que l'angle n'est pas utilisé. Et tu peux en déduire la même chose pour toutes les plus de 100 articulations du corps. Et là, peu importe qu'il s'agisse d'articulations sphériques, en selle ou à charnière. Il y a toujours un axe de mouvement et un axe de contre-mouvement. C'est ainsi que le mouvement et la mobilité sont possibles, en utilisant tous les angles.
Comme nous ne le faisons pas, il y a ces processus que je viens d'expliquer. Les muscles ne se laissent un peu plus complètement étirer. Les fascias ne se laissent pas plus complètement étirer. On dit en résumé, ils sont trop courts. Un bon exemple, allonge-toi toi-même sur le ventre et essaie de demander à un partenaire ou une partenaire de te ramener le pied vers les fesses, de sorte que le genou se plie jusqu'à ce que le talon touche les fesses. Et là, tu vas remarquer que dans la plupart des cas, ça commence à peu près quand la jambe est à la verticale. Ce serait donc à peu près cette position. Quand le genou est à la verticale, donc à 90 degrés, ça devient difficile. Aller plus loin, ce n'est pas possible ici sur le squelette, mais amener le talon jusqu'aux fesses, c'est tout à fait normal et ce n'est en fait aucun problème. C'est ce que font les gens en position assise sur les talons, quand ils s'assoient par terre, que les fesses reposent sur les talons, et ainsi de suite. Voilà, et au moment où les muscles ne veulent plus atteindre une certaine longueur, ils tirent dans le sens opposé. Donc si j'ai l'habitude de ne pas m'étirer plus loin que ça ici et que j'essaie quand même de le faire, alors les muscles disent « je ne veux pas ». J'ai désappris ça, je n'en ai pas envie. Et ils s'y opposent. Et puis il y a une certaine force qui tire dans l'autre sens ici, alors que les muscles extenseurs veulent étendre le bras. Parce que par exemple, tu veux attraper ton verre. Et là, des forces se créent. Et ces forces poussent que l'articulation, la tête dans la cavité, si c'est une telle articulation, plus que ce qui est normalement prévu. Et il y a toujours du cartilage dessus. Oui, dans la structure de l'articulation, tu as toujours la situation où tu as une cavité, supposons que ceci est la cavité, et tu as la partie opposée, la tête à l'intérieur, et il y a la capsule tout autour qui maintient le tout ensemble, et ensuite tu as toujours du cartilage. Peut-être aussi des ménisques, par exemple dans le genou, oui. Il y a toujours quelque chose entre les deux pour amortir l'os par rapport à l'autre afin que ce soit bien doux, et que ça puisse bouger de manière amortie. Là, tu as le liquide synovial à l'intérieur. Le cartilage en tire sa nutrition. Et si tu bouges toujours d'avant en arrière, grâce aux muscles, alors tout cela peut se produire. Si ce point est déplacé ici, je dois céder de l'autre côté, ça devient plus court, comme je viens de l'expliquer. Si nous bougeons de moins en moins et que nous utilisons de moins en moins ces amplitudes, les forces deviennent de plus en plus grandes, et ce qui est comprimé ici lors du mouvement, la pression devient de plus en plus élevée. Tu peux facilement t'imaginer qu'il y a une force opposée ici, parce que de l'autre côté, le muscle ne veut plus céder. Pour ceux ayant une expérience en physique ou mathématiques, on peut construire un parallélogramme des forces. Puis tu remarques que la force est déviée, qu'il n'y a plus de traction opposée, et à un moment la force passe dans l'articulation. Tout le système s'effondre alors. D'ailleurs, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais juste pour que tu puisses le comprendre, c'est comme ça que l'arthrose se développe. C'est la principale raison mécanique de l'arthrose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le corps ne veut pas avoir de l'arthrose et comme les forces deviennent de plus en plus grandes, à un moment donné, une douleur d'alarme se déclenche. Et ce qui est peut-être intéressant pour toi maintenant, si tu ne connais pas encore notre théorie de la douleur, cette douleur d'alarme, d'après mon estimation, représente 95 à 97% d'après tout. Les douleurs sont des douleurs d'alarme qui apparaissent parce que les muscles sont raccourcis, trop faibles ou ne suivent plus correctement le mouvement. Et c'est ce qui cause les problèmes, il y a des douleurs, il y a l'arthrose, et tout le cercle vicieux commence. Alors, si en plus la douleur s'ajoute et que nous bougeons déjà peu, puis que nous bougeons encore moins jusqu'à ce point. Tu connais sûrement des personnes âgées qui depuis 10 ans, depuis 15 ans, ne peuvent de plus lever le bras sur le côté plus haut que ça, parce que le système ne le permet plus. Ça veut dire qu'on a déjà trop peu de mouvement dans notre vie quotidienne, on est trop assis, on ne bouge pas assez, puis la douleur s'ajoute et on bouge encore moins. Et donc ce ne sont pas du tout des chiffres surprenants que j'ai notés tout à l'heure, il n'est pas étonnant qu'on en arrive à ces chiffres. Donc la première erreur que je considère vraiment comme une erreur, c'est de penser que ces chiffres que j'ai notés tout à l'heure sont normaux. Pour moi, ce n'est rien d'autre que le reflet d'une population, en moyenne,
qui bougent de moins en moins. Et tu le sais toi-même, regarde tes parents ou tes grands-parents, selon ton âge, ils bougent de moins en moins. C'est logique qu'il y ait de moins en moins de muscles, puisque le corps n'en a même plus besoin. Et maintenant arrive une erreur au moins aussi grave, en fait encore plus grave. On dit alors, quand quelqu'un a 60 ou 70 ans, oui, j'ai trop peu de muscles, d'accord, mais c'est normal à cet âge-là et je ne peux plus rien y faire maintenant. Et c'est une très très grande erreur car on sait grâce à de nombreuses études qu'on peut s'entraîner jusqu'à la fin de sa vie. Bien sûr, c'est évident, quand tu es jeune, quand tu as 18 ou 20 ans, ça va plus vite, tu peux développer des muscles plus rapidement que lorsque tu as 60 ou 70 ans. Pourquoi ? Parce que le métabolisme fonctionne plus lentement. Bien sûr, tu es plus âgé et tout dans ton corps est un peu plus lent, selon ta façon de vivre. Mais c'est toujours possible et ça marchera aussi pour toi. Tu dois juste essayer. Et bien sûr, tu peux dire maintenant, oui, ce sont les gènes. Mon père a eu ça aussi. Il a aussi eu une fonte musculaire, je me souviens, il avait ce problème, maintenant je l'ai aussi. C'est évident. Je l'ai hérité de lui. Non. Lui aussi, en vieillissant, il bougeait de moins en moins, comme tu le fais aussi. Et le résultat est le même. Oublie les gènes. Donc tu vois, je ne te laisse aucune excuse, parce que je veux vraiment que tu comprennes que ça dépend de toi. La sarcopénie, comme nous l'avons dit au début, est désormais considérée comme une maladie. Je ne pense pas que ce soit une maladie. C'est l'adaptation du corps à de moins en moins de mouvements, à de moins en moins d'efforts physiques. Et maintenant, nous arrivons à la grande question. Comment résoudre ce problème ? Mais tu sais déjà où je veux en venir. Tu dois bouger. Tu dois simplement bouger. Et plus tu restes assis, plus tu as d'activité, si tu travailles encore au bureau ou peu importe, tu dois bouger. Et l'important, c'est que tu dois bouger de façon à ce que, par exemple, les douleurs diminuent, parce que tu en as peut-être déjà, justement parce que tu ne bougeais pas. Et ça, c'est encore un piège dont beaucoup de personnes qui ne connaissent pas encore notre méthode ont du mal à sortir. Parce qu'ils savent qu'ils doivent bouger, qu'ils veulent bouger, mais ils n'y arrivent pas parce que ça leur fait mal. Et puis ils bougent, et ça fait encore plus mal, parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des mouvements qui ont justement provoqué l'augmentation de la douleur. Et il y a d'autres mouvements qui permettent de se débarrasser de la douleur, et de retrouver plus de mobilité. Et c'est justement là-dessus que nous sommes spécialisés depuis presque 40 ans, précisément dans ces mouvements qui te permettent de te débarrasser de ta douleur. Et maintenant, je vais en venir au fait que l'on puisse aller se promener, que l'on puisse faire du jogging, que l'on puisse faire quelques pompes, que l'on puisse, oui, pratiquer toutes sortes de sports. Je n'ai pas besoin de t'expliquer ça. Tu le sais déjà, et tu sais aussi comment obtenir des informations. Ici, il s'agit maintenant de te transmettre une méthode très précise avec laquelle tu peux rigoureusement empêcher la fonte musculaire et, en même temps, faire en sorte que les douleurs existantes diminuent, disparaissent complètement et que ta mobilité s'améliore de plus en plus. Il s'agit de notre exercice Lipscherpracht. Nous avons dit que si nous ne réalisons pas complètement certains mouvements, surtout ceux que nous faisons rarement, nous finirons par ne plus pouvoir les faire, ce qui limite la mobilité. Cela veut dire que le fait de ne pas bouger est toujours lié à une diminution de la mobilité, et cela est lié à une diminution de la force. Alors faisons tout cela dans l'autre sens. Si tu es dans cette situation, ou si tu veux éviter de t'enfoncer encore plus dans cette situation négative, alors tu devrais augmenter ta mobilité. Et si quelque chose ne cède pas, des fascias musculaires qui ne cèdent plus, comme nous l'avons dit tout à l'heure, alors tu dois les étirer. C'est la meilleure idée que tu puisses avoir. Ce qui ne cède plus, ce qui est trop court, ce qui résiste à l'allongement, tu dois l'étirer pour t'assurer que ça redevienne plus long. C'est en fait aussi simple que ça, mais je sais que pour quelqu'un qui ne s'est jamais penché sur la question, qui ne l'a pas appris à l'école ni à l'université, c'est difficile à comprendre au début. Mais je vais t'expliquer brièvement le contexte de notre développement. J'ai fini par me rendre compte que le corps n'a finalement besoin que de 27 amplitudes de mouvement qui font en sorte que toutes les douleurs causées par ce raccourcissement diminuent de plus en plus et finissent par disparaître. En faisant ces mouvements régulièrement, elles ne reviennent pas. Et cela nous a amené à diviser le corps en 12 zones
qui peuvent provoquer des douleurs. En 12 zones qui doivent avoir des amplitudes de mouvement précises. En 12 zones où des dommages structurels peuvent survenir si les forces deviennent trop importantes, comme l'arthrose, les déchirures du ménisque, les blessures des disques intervertébraux et ainsi de suite. Et tout cela peut être étiré selon une clé très simple. Selon l'endroit du corps où tu as tes problèmes, il existe des exercices d'étirement préférés qui permettent de rallonger ce qui est trop court. Et quand cela s'allonge, tu redeviens plus mobile. Et si tu l'étires et que tu l'utilises activement, la force musculaire et le volume musculaire augmentent à nouveau, car tout cela est réactivé. J'aimerais t'expliquer pour que tu puisses comprendre comment cela fonctionne. Je voudrais le faire de façon un peu schématique. Nous avons 12 zones différentes. Je ne vais pas tous les citer, juste donner un exemple. Ici, par exemple, la tête, la nuque. Ici, c'est la mâchoire. Même les yeux sont une zone. Le diaphragme, l'articulation de la hanche, le dos, tout le corps est réparti dans ces 12 zones. Et au moment où tu t'étires dans l'une de ces zones, ça commence. Niveau numéro 1. C'est un étirement passif. Qu'est-ce qu'un étirement passif ? Un étirement passif, c'est, supposons que tu ne peux pas tendre complètement le bras. Et maintenant, tu le positionnes comme ça et tu le pousses encore plus dans l'extension. C'est un étirement passif, parce que le bras lui-même est passif, mais l'autre main ou un partenaire le pousse dans l'étirement. Et même l'étirement passif d'un muscle est un entraînement musculaire. Au début, on ne le croit pas. On pense juste à prendre un poids en main, ce qui est aussi possible. Mais même l'étirement est un entraînement musculaire et le muscle se souvient qu'il travaille et ce travail fait que des nutriments arrivent, qu'il y a une croissance, que la force se développe et ainsi de suite. C'est la première et la plus importante étape pour retrouver de la mobilité. Les exercices ont aussi une seconde partie. Et la deuxième partie consiste à renforcer ce qui vient d'être étiré. Tu as bien entendu. Beaucoup voient les exercices doués de l'Apsherbracht comme de simples étirements, mais ils offrent bien plus. Je vais expliquer comment. Donc, si nous sommes ici maintenant et que la résistance augmente de plus en plus, la tâche consiste alors à essayer de plier le bras contre la résistance. Donc, supposons que tu ne puisses l'étendre que jusqu'ici, on appelle cela à ce moment-là une extension maximale. Alors tu dois essayer de plier le bras contre la force qui le maintient. Mais la force de maintien est suffisamment forte pour que tu ne puisses pas bouger. C'est ce qu'on appelle un entraînement isométrique. C'est un entraînement de force pour les muscles fléchisseurs sans mouvement. Et c'est extrêmement précieux. Je dirais entraînement isométrique. C'est très précieux. Pourquoi ? Parce que dans ces zones, dans ces angles où normalement on ne va plus du tout, juste avant, il ne reste presque plus de force dans le muscle. Tu t'en rendras compte en faisant l'entraînement adapté. Là où le bras bouge tout le temps, il y a encore beaucoup de force. Mais quand il arrive dans des zones où il ne va presque jamais, la force diminue de plus en plus. Et si tu entraînes la force dans ces zones-là, alors c'est une expérience positive très particulière pour le muscle. Parce que dans ces angles-là, le corps, le muscle, c'est « là, il y a beaucoup trop peu de force, là, j'ai besoin de beaucoup plus de force ». Alors je gagne en sécurité, j'obtiens de la stabilité, je gagne en maîtrise motrice, par exemple en courant, j'obtiens de la force dans les jambes, et ainsi de suite. En faisant cette contraction après l'étirement, on amène la force exactement là où elle n'est pas présente ou presque plus présente. Difficile de faire un entraînement de force plus spécifique. Mais ensuite, on continue. Dans la phase suivante. Dans cette troisième phase, qui s'inscrit presque dans la deuxième, nous faisons pareil, mais plus vite. Donc on contracte, on relâche, on va plus loin dans l'étirement, on contracte à nouveau, on relâche, on continue d'avancer. Ça veut dire qu'on gagne de plus en plus de souplesse, on gagne de plus en plus de force dans de nouveaux angles qui s'ajoutent petit à petit. Et
Et c'est ce qui est particulier dans cette phase de l'entraînement. Nous favorisons la circulation des liquides, du sang, de la lymphe. Je pars du principe que même dans l'espace intercellulaire, où les nutriments doivent être transportés, il y a aussi du mouvement qui se produit dans cette zone. Et s'il te plaît, sois bien conscient que le métabolisme dans notre corps dépend directement de la façon dont nous bougeons. Bouger tout ton corps dans tous les angles modifie complètement ton métabolisme. Cela signifie que les nutriments arrivent jusqu'aux cellules et que les déchets sont évacués du corps, comparé à lorsque tu bouges moins. Moins tu bouges, plus ton métabolisme ralentit. Pense seulement à tes mollets. Quand tes muscles du mollet se contractent, tu as les valvules veineuses. Et ces valvules font en sorte... Je peux t'expliquer rapidement à quoi ça ressemble. Quand tu as un vaisseau ici, il y a des valvules intégrées comme ça. Par exemple, du genou jusqu'au suivant, dans cette direction. Et quand tu bouges maintenant, et que tu contractes les muscles, alors les vaisseaux sanguins sont comprimés. Cela veut dire qu'il y a de la pression ici. Et à ce moment-là, quand il y a de la pression dessus, celui-ci est plus élevé, alors les valvules se ferment, ils deviennent comme ça. Ils sont poussés en position fermée, c'est-à-dire, dans cette direction, cela ne peut pas avoir d'effet, mais ça. La pression qui s'exerce ici, cela ouvre les valvules, et ainsi, pratiquement, une aide au retour veineux vers le cœur se met en place. C'est le cas dans les grosses veines, dans les veines moyennes. Cela va jusqu'aux vaisseaux capillaires. C'est ici en Occident, dans le monde scientifique. Autant que je sache, ce n'est pas vraiment connu en médecine, mais les Russes ont fait des recherches là-dessus, et les Russes ont découvert que dans le système capillaire, il y a de petits voiles de tissu conjonctif. Et pendant longtemps. Ils ont longtemps expérimenté sans comprendre la fonction de ces petits voiles de tissu conjonctif, pensant à des vestiges anciens. Puis, soudainement, ils ont compris qu'il y a aussi là-bas un effet de pompe musculaire. Lors du mouvement, les muscles font en sorte que les vaisseaux soient incomprimés afin de favoriser pratiquement le flux sanguin, de le mettre en mouvement, d'une manière anatomique, donc d'une manière mécanique. Cela signifie, par exemple, si tu as par exemple des douleurs à l'épaule, parce que tu as complètement mis les muscles de cette zone au ralenti, ils sont trop courts, trop tendus, trop raides, ils ne sont plus souples. Ton métabolisme s'est donc affecté. Pense à l'épaule calcifiante. Pourquoi des dépôts calcifiés s'y forment-ils? Pourquoi le calcium s'y dépose-t-il? Le métabolisme ne fonctionne plus. C'est pourquoi du calcium s'y dépose. C'est une simple représentation, mais elle aide à comprendre. Ça veut dire lors de la troisième étape. La première était l'étirement passif. Ensuite, la deuxième était la contraction antagoniste. Très fort, pour produire beaucoup de force. La troisième phase ici, c'est maintenant, la contraction rapide, encore et encore. Pour la force et l'étirement croissant. Aussi le flux sanguin et le flux lymphatique, et aussi la circulation de tous les liquides du corps, pour stimuler tout cela. Pour approvisionner toutes les cellules et éliminer correctement les déchets. Mais là aussi, ce n'est pas encore fini, et que ceci a beaucoup à voir avec la force, c'est évident, parce que l'entraînement de force mène à la force, mais tu remarques aussi que c'est un autre type d'entraînement de force que d'aller sur des machines et de soulever des poids, ce que tu peux aussi faire, sans aucun doute. Oui, mais ceci est un entraînement de force très particulier, parce que cela, par articulation, par partie du corps. Nous avions dit 12 sections, 12 zones. Tu peux agir de manière ciblée, pour que ce soit précisément là. L'étirement vient. On parle de mobilité, la force vient, par une contraction intense et maximale. Entraînement de force, en position étirée, et grâce à la contraction rapide, le flux sanguin est également stimulé. Et maintenant, numéro 4. Numéro 4. Le but ici, c'est que toi, tu utilises ta propre force pour t'étirer encore plus. Imagine, tu ne peux étendre ton bras que jusqu'ici. Et ensuite, ça ne va pas plus loin. Et si tu faisais un effort et essayais de tendre ton bras malgré tout, alors ça va. S'étirer un peu, beaucoup moins, que si tu, lors de l'étirement passif, utilises l'autre main pour t'aider. Oui, mais tu veux absolument essayer. Et là, il y a 2, énorme.
effets importants, qui ont aussi beaucoup à voir avec la force. Et le premier effet, c'est celui-ci. Que le cerveau, complètement. Tu sais peut-être que le mouvement est représenté dans le cerveau. Au final, le mouvement existe ou naît, pour mieux dire, toujours dans le cerveau. Le contrôle passe par les nerfs, puis les muscles pour les faire travailler. Les muscles n'agissent pas seuls. Le centre de contrôle, tout cela avec le système nerveux, cela fait que tu peux bouger. Et au moment où tu utilises maintenant ces muscles pour étirer l'air autre que tu utilises pour les étirer, alors tu crées un feu d'artifice de nouvelles connexions neuronales. Ce qui, de nouveau, fait que tu peux mieux bouger, c'est un entraînement du cerveau. L'entraînement au mouvement est toujours un entraînement du cerveau. Et cet entraînement que nous faisons, c'est un entraînement du cerveau. À mon avis, c'est extrêmement précieux. Et ce qui se passe encore, ici tu as l'articulation du coude. Et l'articulation du coude est une articulation compliquée, c'est une articulation qui se compose de 3 articulations. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails maintenant. Oui, mais il est important que la géométrie du mouvement articulaire soit correcte. Le genou, par exemple, est un roulement. Articulation à glissement roule en partie. La tête glisse en partie dans la cavité, tout cela est précisément déterminé et fonctionne ainsi. Et quand cela est à nouveau entraîné, du fait que les muscles d'un côté de l'articulation communiquent bien avec ceux de l'autre côté, et que dans le cerveau les reprogrammations correspondantes ont lieu, alors tu pourras de mieux en mieux contrôler ta mobilité. Contrôler le comportement, la précision du mouvement, faire passer le fil dans le chat de l'aiguille, attraper correctement la petite vis avec un tournevis, et tous ces mouvements fins, ces commandes précises, ils ne redeviennent possibles que parce que tu fais cet entraînement. Et, pour résumer, ces 4-là, les séances d'entraînement que nous faisons sont présentes dans chaque exercice, et chaque exercice ne dure que 2 minutes. On peut voir ce qui s'y passe. Mais aujourd'hui, ici, il s'agit surtout de la force. Et la force est un facteur très important, parce qu'ici, elle est entraînée d'une manière très particulière dans ce domaine. Et j'irai même jusqu'à dire, c'est mon avis personnel, oui. Si tu ne prends pas de poids, ne fais pas de traction ni de pompe. Alors tu obtiens quand même une force de base fonctionnelle dans tout le corps, si tu fais l'exercice encore et encore, qui fait en sorte que tu puisses marcher, que tu puisses même te déplacer dans toutes les directions, que tu puisses en fait tout faire, tout ce que ton corps veut faire. Dans la vie quotidienne, dans ton sport ou dans ton travail, oui. Et là, Petra vient d'arriver, ma femme. Elle est un médecin au cas où tu ne le saurais pas encore. Et elle vient de dire « Roland, j'ai écouté, tu as complètement oublié de parler des myokines. » Oui, c'est vrai, les myokines. Que sont les myokines ? Les myokines n'ont été découvertes qu'il y a 15 à 20 ans, par une, je crois, médecin suédoise. Une médecin. Et ce sont des hormones musculaires. Nos muscles sont, en plus, des usines à hormones. Avant, on pensait qu'il n'y en avait que quelques-uns, puis quelques douzaines. Maintenant, on sait qu'il y en a plusieurs centaines. Un auteur suppose même qu'il pourrait y en avoir plus de 1000. Et, en passant, beaucoup de ces hormones musculaires sont anti-inflammatoires et, peut-être, sais-tu, que les inflammations silencieuses dans le corps ont beaucoup à voir avec le vieillissement, avec le fait de ne pas être en forme, tomber malade et ainsi de suite. Donc, encore une raison de plus de garder le corps en mouvement. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une base où tu peux, de façon très systématique, travailler tout ton corps, de haut en bas, partout où tu veux, où tu as des douleurs que tu veux éliminer pour pouvoir bouger là où il y a peu de mouvement, où tu peux travailler de façon très ciblée, ponctuellement ou par zone, mais bien sûr, c'est toujours un avantage. Moi-même, je le fais aussi. Maintenant, ajouter d'autres exercices de renforcement. Plus il y en a, mieux c'est. Donc, faire des tractions. Ou bien faire des pompes. Ou bien faire des squats. Ou bien prendre un poids dans la main et faire travailler ton biceps. Ou bien te pencher en avant et tirer le poids vers le haut. Il y a tellement de choses.
Tu trouves ça dans ta salle de sport, tu peux faire ça chez toi, il y a des bandes de résistance. Il y a vraiment beaucoup de choses, et plus tu en fais, mieux c'est, bien sûr. Maïs. Si tu as aussi ce problème de ne pas avoir le temps, tu n'es pas encore à la retraite, oui. Et même les retraités semblent parfois ne pas avoir le temps. Donc, si ton temps est limité. Je te conseille vivement de commencer par Liebscher and Bracht, les spécialistes de la douleur, pour ce que tu y découvriras. En peu de temps, tu vas apporter une intensité incroyable à ton corps, en développant ta force. L'activation et la fonction musculaire. Là, tu as une base merveilleuse. Tout le reste, c'est du luxe qui vient s'ajouter. Parce que selon le temps que tu peux encore investir, tu peux en faire encore plus. Que te recommanderais-je concrètement, avec la conviction de te proposer quelque chose de super? Commence par Liebscher and Bracht, Quanti. Les spécialistes de la douleur, disponibles gratuitement sur YouTube et dans notre application. Dans l'application, c'est comme ça, il y a une grande communauté, du temps et l'application. Les utilisateurs, enfin les membres de l'application, ils partagent tous le même grand objectif avec moi, et moi avec eux. Plus nous vieillissons, moins nous avons de douleur, plus nous gagnons en mobilité et plus nous sommes forts et sûrs dans nos mouvements. Et, par exemple, nous faisons chaque matin 8 minutes, et ces 8 minutes sont très intenses en ce sens. Que tous ces effets que nous avons décrits sont toujours réalisés dans différentes parties du corps et il y a des programmes hebdomadaires qui se répètent toujours. Christ, 365 jours dans l'année. Nouvel entraînement. Avec moi, je m'entraîne aussi parce que je veux aussi en profiter du fait que mes muscles continuent toujours à se développer et ne diminuent pas. Essaye ce que tu veux. Je me réjouis de m'entraîner avec toi. Fais-le parce que tu en as besoin pour que les muscles ne fondent pas, mais plutôt se développent.